Bonjour Frédéric Lelièvre, le chef de la rubrique économie et finances au grand quotidien francophone suisse, Le Temps. Le Temps qui fait de nouvelles révélations aujourd'hui. Elle voyait cette une, l'enquête en Suisse a poussé Jérôme Cahuzac aux aveux. C'est donc la Suisse, c'est donc de la Suisse que tout est venu. Le scandale de l'affaire Cahuzac et des perquisitions. Les Suisses n'ont rien lâché. Bonjour Patrick. Est-ce que tout est venu de la Suisse? Je crois qu'au départ, quand même, il y a eu un gros travail de la justice française. Il y a eu une demande d'entraide adressée de la justice française à la justice suisse. La justice suisse a fait son travail. On a appris hier par le procureur à Genève qu'il y avait eu des perquisitions. Oui, donc qui ont été menées par le procureur banques, général de Genève, Hubert Tossa. Exactement, à la banque UBS, à la banque Rail. Et la procédure suisse prévoit d'informer le client, la personne concernée, en l'occurrence Jérôme Cahuzac. Et ce qu'on comprend de ce que laisse entendre le procureur, voilà, ils ont réalisé qu'effectivement la justice suisse détenait des éléments que on peut imaginer accablants, vu la défense qu'avait jusqu'alors adopté le ministre français. Alors, l'ancien ministre français, en l'occurrence, donc, détenait bien, non pas un compte, mais deux à Genève. C'est ce qui semble être le cas. Il y aurait un compte aussi à Singapour. Il y a différentes informations. Là, on manque de précision. C'est le cas d'Enchaîné dit qu'il y a deux comptes. Mediapart mentionnait qu'un seul compte. Est-ce qu'il y a eu d'abord un compte chez UBS, puis un compte chez Rail? Oui. Ça, on manque encore d'éléments précis pour l'affirmer. Alors, Le Temps, avec Mediapart, ont affirmé depuis déjà de nombreuses semaines un certain nombre de choses. On parlait d'Hervé Dreyfus, gestionnaire de fortune donc, de Jérôme Cahuzac, qui a été présenté par votre journal comme un proche aussi de Nicolas Sarkozy et de son ex-femme Cécilia. Et puis vous parlez donc de Dominique Rail. Qui est cet homme, Dominique Rail? Je ne connais pas personnellement, je l'ai jamais rencontré. En revanche, j'ai rencontré son fils qui aujourd'hui dirige sa banque. C'est le demi-frère donc de M. Dreyfus. De M. Dreyfus. Il appartient à un réseau de banquiers influent à Genève qui a créé une banque, Rail et compagnie, en très forte croissance. Une banque qui grandit à Zurich, qui grandit à l'étranger, de gestion de fortune. Donc, je dirais une activité qui est la spécialité de la Suisse, la spécialité de Genève, donc de gérer la fortune de personnes aisées. Oui, et notamment, pour ce qui concernait Jérôme Cahuzac, l'argent placé chez Rail et compagnie, la banque en question était en partie non déclarée. C'est ce qui semble être le cas. Ça, il faudra encore que ce soit clairement établi. En l'occurrence, est-ce qu'on peut dire que c'est la fin du secret bancaire en Suisse? En fait, il faut remonter à 2009, mars 2009, ou même à début 2009, le G20 à Londres, première grande réunion des responsables politiques. On y voit Barack Obama pour la première fois en Europe, viennent à Londres en disant on va sauver le monde de la crise qui nous menace, cette crise qui serait aussi sévère que celle des années 30. Et dans leurs mesures, il y a la fin du secret bancaire qui est prononcée et qui va avoir un impact immédiat sur la Suisse, qui va se mettre à changer sa définition du secret bancaire et rendre beaucoup plus simple l'entraide entre différents pays, différentes autorités fiscales, et d'une certaine manière mettre fin à l'aspect fiscal du secret bancaire suisse. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Jérôme Cahuzac s'est certainement trompé en pensant qu'il pouvait mentir, et c'est ce qu'il a fait, parce qu'on ne pourrait jamais révéler l'existence de ses comptes. Les comptes de M. Cahuzac remontent à avant cette période-là. Pourquoi est-ce qu'il a péché? Pourquoi est-ce qu'il a menti? Il faudrait qu'il l'explique davantage. Est-ce qu'il s'est cru au-dessus des lois ou est-ce qu'il a vu sa position? On a déjà eu d'autres personnes dans des positions très importantes ne pas voir la réalité en face, préférer fuir dans un mensonge. C'est ce qui semble avoir été son choix. Là, ça a été l'erreur. La Suisse est souvent mise en accusation pour cette question notamment donc du secret bancaire, vous en parliez à l'instant. En l'occurrence, est-ce qu'on peut dire là, notamment Le Temps, donc votre journal a été avec Mediapart l'un des seuls à avancer sur ce dossier, à faire des révélations et depuis plusieurs semaines maintenant. Et puis d'une certaine façon, c'est de la Suisse, on le disait au début de cette émission, qui est venue la vérité. Donc d'une certaine façon, est-ce que c'est une nouvelle image pour la Suisse? Je pense que ce que beaucoup de personnes n'ont pas compris, c'est que la Suisse a vraiment changé dans son arsenal juridique. Le secret bancaire tel qu'on le connaissait après la Deuxième Guerre mondiale ou avant, ça il est vraiment mort, hein. Il n'existe plus du tout et la place est en pleine transformation. L'ère de l'argent facile où les gens venaient cacher simplement leurs économies. En Suisse, c'est vraiment fini. Oui. C'est une nouvelle image que veut se donner la Suisse. La Suisse en a assez de cette image précédente. Le Conseil fédéral, qui est le gouvernement suisse, a cette stratégie de l'argent blanc, donc par opposition à l'argent noir ou l'argent sale, qui est vraiment qu'on n'accepte plus un seul centime en Suisse s'il n'est fiscalement en règle.
Et ça, c'est une grande révolution par rapport aux pratiques il y a encore simplement 10-15 ans. Mais est-ce qu'on pourrait supposer qu'il y a d'autres Cahuzac, d'autres personnalités politiques qui peuvent avoir elles-mêmes encore, y compris, comme c'était le cas pour Jérôme Cahuzac, de l'argent non déclaré en Suisse aujourd'hui? Ça peut paraître très plausible en tout cas. Je n'ai pas d'éléments pour le détailler, mais la logique, la mécanique de décennies d'évasion fiscale plus ou moins agressive laisse penser qu'il y a sûrement d'autres personnes dans cette situation-là aujourd'hui. Oui, Frédéric Lelièvre, vous dans Crack Machine, on voit à l'affiche là, chez Kalman Levy, vous nous décrivez donc ce monde devenu fou, ce monde des traders qui gèrent, vous le dites, 60% des transactions boursières aux États-Unis notamment, et vous dites ce monde est fou, ce monde va exploser. D'abord, ce monde est nouveau. Il y a 10-15 ans en arrière, on avait encore beaucoup d'humains à faire des transactions à la bourse. Autour, un peu comme dans ce studio, autour d'une corbeille, on achetait et on vendait des titres. Avec de nouvelles technologies, avec des changements réglementaires, tout ce monde-là a disparu. Ce n'est plus qu'un décor de cinéma. Ceux qui regardent CNBC, Wall Street, ce n'est plus qu'un décor de cinéma. L'essentiel des transactions se fait entre ordinateurs. Et donc ça, c'est la première chose qu'on raconte. C'est que ce changement-là, il est très important. Et il peut être bon. Oui. Il y a le cas des gros doigts, le fat finger. Je vais acheter 10 titres et puis, sans faire exprès, j'en achète 1 million. Donc ça, c'est vraiment l'erreur humaine typique qui peut créer un désastre. Avec une machine, on peut se dire, on va limiter ce type d'erreur. Et donc là, on est dans la partie positive. Les transactions vont être plus sûres. Ce qu'on montre, c'est que ces transactions sont non seulement devenues par ordinateur, mais surtout de plus en plus rapides, à une échelle qui dépasse l'entendement humain. Vous clignez de l'œil, ça fait à peu près 250 millisecondes. C'est encore des milliers de fois moins vite que les transactions financières, boursières aujourd'hui. Ça veut dire que la crise des subprimes, la crise financière, tout ça peut se reproduire demain, à l'image de la couverture de votre livre, ça peut exploser? On est dans un autre type de crise financière. On est plutôt... imaginez que vous preniez l'avion entre Paris et Londres. Le décollage se passe bien et tout d'un coup, au-dessus de la Manche, vous tombez dans un trou d'air énorme. Le marché craque, ce qu'on appelle un crack éclair, et presque aussi vite qu'il est tombé, il repart. Et puis vous atterrissez à Londres, et là on vous dit bienvenue à Londres, tout va très bien. La finance ultra rapide, la finance à haute fréquence, c'est ce qui s'était passé en réel en mai 2010 à Wall Street. En quelques minutes, tout s'effondre, on ne sait pas très bien pourquoi. Et pour que ça redémarre, on coupe les ordinateurs, comme quand votre PC fait bug, vous l'éteignez, vous le redémarrez, et la machine repart. Et c'est ça qui est très inquiétant. C'est ce problème systémique causé par ces algorithmes qu'on a l'impression ne sont pas toujours maîtrisés. Merci, Frédéric Lelièvre. Avec François Pilet, vous signez donc Crack Machine. Comment les traders à haute fréquence menacent de faire sauter la bourse? C'est chez Kalman Levy. Merci d'avoir été aujourd'hui l'invité de TV5 Monde.